Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment est-ce possible qu'un simple clic de souris nous connecte à l'autre bout du monde en une fraction de seconde? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce voyage incroyable. C'est presque de la magie, mais vous allez voir, tout s'explique. Voilà la question centrale, c'est notre fil rouge. Comment cette action, qui nous paraît si banale, déclenche en réalité une réaction en chaîne hyper complexe à l'échelle de la planète? On va résoudre ce mystère ensemble, étape par étape. Alors, voici notre plan de vol. On va commencer par la base de la base. Qu'est-ce qu'un réseau au fond? Ensuite, on verra comment nos données se déguisent pour pouvoir voyager. Puis, comment les appareils sont connectés entre eux, les règles qu'ils doivent respecter pour se comprendre, et enfin, le grand voyage sur Internet. Allez, c'est parti! Bon, première étape, et c'est la plus importante pour tout comprendre, avant même de parler d'Internet, de Wi-Fi ou de quoi que ce soit, il faut définir ce qu'est un réseau. En fait, un réseau, c'est tout simple. C'est juste un groupe de choses ou de personnes connectées pour partager quelque chose. Le réseau routier, par exemple, connecte des villes pour qu'on puisse partager la route. Un réseau d'amis connecte des gens qui partagent des infos. Pour les ordinateurs, c'est exactement la même idée. Sauf qu'ici, on connecte des machines pour qu'elles partagent des données ou des ressources. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, imaginez la vie sans. Grâce au réseau, on peut partager une imprimante pour tout un bureau, travailler à plusieurs sur le même document en même temps, s'envoyer des messages instantanément. C'est aussi ce qui nous permet de tout stocker au même endroit, de façon sécurisée. Bref, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout notre monde numérique. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est un réseau, il faut comprendre comment l'information elle-même se prépare pour le voyage. Une idée, une image ou un son, ça ne peut pas juste sauter dans les câbles comme ça. Il faut d'abord le traduire dans la seule langue que les machines comprennent. Dans notre monde, la plupart des signaux sont analogiques. Pensez à une onde sonore. C'est une vague continue, fluide. Les ordinateurs, eux, ne comprennent que le numérique. C'est un langage beaucoup plus simple, avec seulement deux états, 0 ou 1, allumé ou éteint. L'avantage, c'est ultra clair, précis et beaucoup moins sensible aux parasites. Il n'y a pas de peut-être, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça que c'est si fiable. Du coup, comment on transforme un son en une suite de 0 et de 1? C'est une sorte de recette en 3 temps. D'abord, l'échantillonnage. On prend des photos du signal analogique à des intervalles très très rapprochés. Ensuite, la quantification. Pour chaque photo, on lui donne une valeur, on l'arrondit en quelque sorte. Et pour finir, le codage. On traduit chaque valeur en code binaire. Et voilà, notre son est numérisé, prêt à être envoyé. Parfait, nos données sont maintenant sous forme de 0 et de 1. L'étape suivante, c'est de connecter physiquement les appareils pour qu'ils puissent échanger ces données. C'est ce qu'on appelle la topologie du réseau, un peu comme le plan d'un quartier. Alors, historiquement, on a commencé avec la topologie en bus. L'idée est simple. Imaginez un seul long câble principal. Toutes les machines viennent se brancher directement dessus, les unes après les autres. C'est un peu comme une grande avenue où toutes les maisons ont leur entrée. C'était simple et pas cher. Mais il y avait un énorme problème. Si ce câble unique était coupé ou endommagé à un seul endroit, eh bien, tout le réseau tombait en panne. C'est ce qu'on appelle un point de défaillance unique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne l'utilise quasiment plus. Ce qui nous amène à la topologie qui domine tout aujourd'hui, la topologie en étoile. Là, le concept est différent. Chaque appareil a son propre câble qui le relie à un équipement central, comme un commutateur, qu'on appelle aussi un switch. Et pourquoi est-ce que c'est la star? Pour une raison simple, la fiabilité. Si le câble d'un ordinateur lâche, ça n'impacte que cet ordinateur. Les autres continuent de fonctionner comme si de rien n'était. C'est certes un peu plus cher en câblage et le boîtier central est crucial, mais la robustesse et la facilité de gestion en font le standard absolu pour nos réseaux locaux. Ok, récapitulons. Nos appareils sont connectés en étoile et nos données sont numérisées. Mais ce n'est pas tout. Pour qu'un iPhone puisse parler à un PC Windows, qui lui-même parle à un serveur Linux, il faut un langage commun, un ensemble de règles que tout le monde accepte de suivre, un véritable code de la route du numérique. Et ce code de la route, ça s'appelle le modèle OSI. Pour faire simple, imaginez que votre donnée est une lettre. Avant de l'envoyer, elle va passer par 7 services différents, 7 couches. Chaque couche va ajouter sa propre enveloppe ou son propre timbre avec des instructions spécifiques. C'est ce qui garantit que, peu importe le fabricant, tous les appareils sauront comment lire les instructions et acheminer le message. Alors, quand on envoie une donnée, ça se passe de haut en bas. Ça part de l'application, votre navigateur, puis ça descend. On met en forme la donnée, on ouvre une communication, on la découpe en petits paquets. Et là, c'est crucial. La couche réseau ajoute l'adresse IP, l'adresse postale du destinataire.
Puis la couche liaison de données ajoute l'adresse MAC, le numéro de série de la carte réseau. Et enfin, tout en bas, la couche physique transforme tout ça en signal électrique ou lumineux. C'est ce processus qu'on appelle l'encapsulation, comme des poupées russes. Au niveau de la couche transport, il y a un choix important à faire entre deux protocoles, TCP et UDP. L'analogie est parfaite. TCP, c'est le recommandé, avec accusé de réception. C'est fiable, ça vérifie que tout est bien arrivé, mais c'est plus lent. UDP, c'est la carte postale. On l'envoie et on croise les doigts. C'est beaucoup plus rapide, mais sans garantie. On utilise UDP pour le streaming ou les jeux en ligne, là où perdre une image de temps en temps n'est pas grave, tant que ça reste fluide. Notre petit paquet de données est maintenant fin prêt. Il a toutes ses enveloppes, ses adresses, ses instructions. Il peut enfin quitter le confort de notre réseau local et se lancer dans la grande aventure qu'est Internet. La première porte de sortie est gardée par le commutateur, le switch. C'est un peu l'agent de circulation de notre réseau local. Il est intelligent. Il lit l'adresse MAC, l'adresse physique du destinataire, et envoie le paquet uniquement vers le bon appareil. Il ne crie pas l'information à tout le monde. Il la chuchote à la bonne oreille. Son travail s'arrête au mur de notre immeuble. Mais pour aller dans un autre immeuble ou une autre ville, il faut un autre appareil, le routeur. Lui, c'est le grand aiguilleur d'Internet. Le routeur ne regarde plus l'adresse MAC, mais l'adresse IP, l'adresse postale. Grâce à elle, il consulte ses cartes et choisit la meilleure route, le chemin le plus rapide pour que notre paquet atteigne sa destination, qu'elle soit à côté ou à l'autre bout de la planète. Voilà, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, prenons une seconde pour prendre un peu de hauteur et admirer l'image globale. Cette architecture incroyable, complètement invisible, mais qui tisse la toile de notre monde moderne. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Un réseau, c'est fait pour partager. L'information est traduite en 0 et en 1, les appareils sont connectés, souvent en étoiles, et ils suivent tous les mêmes règles, celles du modèle OSI. Et enfin, dans ce grand ballet, le switch s'occupe de la circulation locale, tandis que le routeur joue le rôle de guide pour les voyages au long cours sur Internet. C'est ça, la mécanique derrière un clic. Tout ce système, c'est le résultat de décennies d'innovation. C'est devenu le fondement de notre société. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est « et après ?» Quelle sera la prochaine révolution qui va encore tout changer ? L'Internet quantique ? Des réseaux neuronaux ? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette explication.